Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour, une heure de débat autour de l'actualité économique du moment, économique puis assez largement politique quand même. Voilà, on va parler pas mal de questions de travail, ça m'intéresse, et puis il y a sur le plateau les gens pour en parler. J'aime beaucoup l'expression, c'était hier l'expression de l'éditorialiste des Échos, la boucle ministre-salaire. Je trouve ça formidable comme expression. Vous avez évidemment sans doute suivi ça, mais on va y revenir. Voilà. Pression sur les salaires. Ouverture aujourd'hui d'ailleurs d'une nouvelle grande conférence. On pensait que ça se faisait plus, ça. C'était le monde d'avant, la grande conférence sur le partage de la valeur, etc. etc. Voilà. Donc tout ça, les tensions industrielles évidemment qui restent vives, hein, on en parlait déjà hier, on va continuer. Et puis sans doute là, va-t-on avoir le temps de faire une place à la COP27, sinon de toute façon ce sera demain. C'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Bertrand Martineau. Salut Bertrand, conseiller de l'Institut Montaigne sur toutes les affaires d'emploi, de travail. Donc, vous le savez, en fait, je mets tout de côté pour le jour où Bertrand arrive et je ressors tout et je le consulte sur toutes ces questions. Erwan Tison, lui aussi, quand même, en connaît un rayon sur la question. Salut Erwan, directeur des études de l'Institut Sapiens, et Erwan Lenohan. Salut l'autre Erwan, associé Altermind. Ouais, boucle ministre-salaire, J'aime beaucoup l'expression donc des Échos, pression des ministres, alors dit de droite, hein, puisque c'était ce week-end, c'était Le Maire et Darmanin. Donc Darmanin demande aux entreprises de faire plus pour lutter contre le Rassemblement national. Dans le vote RN, dit Darmanin, il n'y a pas que l'insécurité, il y a aussi la répartition des richesses. Bruno Le Maire, donc, le partage de la valeur doit être le grand chantier de la majorité. Alors on va voir d'ailleurs, peut-être, on le verra de toute façon, même s'il n'apparaît pas à l'instant, un tweet d'Erwan Tison. Erwan, je vais me tourner vers toi, où globalement tu constates que ce partage de la valeur, voilà, on le voit, alors, parce qu'il y avait deux graphes dans ton tweet, j'ai choisi le deuxième. Donc le premier, grande stabilité du partage de la valeur entre les différentes parties prenantes, et celui-là où tu dis c'est le pays, c'est de l'OCDE, c'est ça Non, là c'est l'Europe. Là c'est l'Europe, où la part salariale, donc on le voit, hein, est la plus importante. Est-ce que ça suffit à clore le débat? Parce que là, il est reparti le débat, comme en 40. Hein. C'est toujours le problème entre la macro et la micro. Les macroéconomistes ont toujours raison et les microéconomistes pensent toujours que les autres ont tort. Ouais. D'un point de vue macro, effectivement, il n'y a pas vraiment de souci. Quand on regarde, vous l'avez rappelé avec ce graphique-là, on regarde effectivement, il y a un petit décrochage du salaire réel dû justement à une inflation qui est supérieure à l'augmentation nominale. Mais bon. Après, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est le fait qu'un ministre comme ça annonce en grande pompe, on va soit pour lutter contre le Rassemblement national, donc avec un projet politique, quelque part, c'est dire rejoignez la majorité, aidez-nous avec un projet politique. Les problèmes, c'est que quand on commence à vouloir s'occuper un peu de tout, notamment des négociations salariales au sein des entreprises, on finit par s'occuper de rien. Là, il faut qu'on m'explique comment est-ce qu'un ministre veut qu'on demande à ce qu'il y ait une augmentation unilatérale des salaires dans certains secteurs où aujourd'hui vous avez des marges qui sont complètement nulles, voire négatives. Ouais, le taux de marge a pas mal baissé d'ailleurs. Hein, bien sûr. Assez récemment là. Hein. Alors que, par exemple, pour faire simple, vous n'allez pas augmenter les salaires de la même façon dans les fonderies qui s'occupent justement de faire du verre, sans citer de titre, comme d'autres qui vont justement vous faire de l'e-commerce, d'accord ? Parce que les taux de marge ne sont pas du tout les mêmes. Donc, le problème, c'est quand le ministre annonce une augmentation des salaires, si jamais le salarié se dit, du coup, c'est bon, on est dans une économie administrée, mon patron va suivre, si jamais il ne le fait pas... Alors, il ne l'annonce pas, il appelle les patrons à un effort. On sait l'effet que ça a derrière. Le but, c'est que ce soit un effet d'annonce. Si jamais il voulait vraiment appeler les patrons à le faire, il prendrait son téléphone sans passer par la presse et il dirait, je vois que vous avez un peu de gras ici, écoutez, on négocie, on peut avoir des primes Macron qui soient un peu plus variables. Quand le ministre commence à s'occuper de ça, parce qu'en plus, non seulement ça augmente l'idée que justement on est dans une économie administrée, qu'on est dans une économie qui ne partage pas les richesses de manière efficiente, mais qui en plus frustre énormément les salariés. Dernier point là-dessus, parce que je resterai trop long, le seul déterminant pour l'augmentation des salaires, c'est l'augmentation de la productivité. Point. Tout le reste, c'est de la littérature. La productivité ayant baissé de 3% depuis 2019,
par salarié, les salaires, normalement, auraient dû baisser de 3%. Il y a des rigidités nominales à la baisse, donc du coup, on ne peut pas baisser les salaires, mais on ne peut pas les augmenter parce qu'on n'est pas dans une économie où les salaires sont basés sur l'inflation. Ouais, mais en même temps, je reprends ton calcul, tu as une inflation de 6%, tu as une augmentation moyenne des salaires là d'à peu près 3,5%, tu retrouves tes 3% de productivité que tu as perdu. Oui, mais bien sûr. Hein, non, mais bien sûr. Et si on veut augmenter les salaires, il faut mal, augmenter la productivité. Comment est-ce qu'on fait? On augmente par la formation professionnelle, par des meilleures organisations salariales, organisation du travail et par un plan d'innovation. Ça, c'est documenté par des gens bien plus brillants que moi, mais c'est pas parce que Bruno Le Maire appelle à augmenter les salaires que ça va le faire. Oui, non, mais ça, d'accord. Mais non, mais tu as bien. Juste d'un mot, on n'aura pas le temps d'en parler, mais le système de formation professionnelle est en train d'exploser en plein vol. Le compte personnel de formation, la formidable trouvaille de Muriel Pénicaud a trop de succès, et donc je crois que c'est 7 milliards d'euros là qui ont été lâchés pour recapitaliser France Compétences. Voilà. Et globalement, ils vont serrer les boulons pour essayer de réduire le nombre de formations qui soient éligibles. Parce qu'il n'y avait pas voir. Pas sûr. Mais on n'a pas le temps d'en parler, j'ai dit. Erwan. Moi, c'est le genre de sujet qui me hérisse. Qui me hérisse. La France n'a pas un problème d'inégalité. La France n'a pas un problème de répartition de la valeur ajoutée. La France a un problème de mobilité sociale, a un problème de concurrence et un problème de compétitivité. Donc il y a une erreur, mais fondamentale, sur le diagnostic. Les entreprises, les chefs d'entreprise, s'ils peuvent augmenter ses salariés, en général, évidemment, il ne le fait pas à l'appel et tous les jours, mais il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Enfin, surtout dans une économie où on concurrence pour les talents. Bah, exactement. Donc, vous avez tout intérêt à avoir chez vous des gens qui sont de qualité, quel que soit leur niveau de qualification, qui trouvent un équilibre entre leur travail, leur activité professionnelle, tout ça a beaucoup bougé dans les dernières années, c'est vrai. Mais donc, quand un chef d'entreprise, il cherche à faire en sorte que ses salariés restent. Quand bien même il voudrait mal les payer, en général, ça lui coûte plus que les gens passent leur temps à partir de leur emploi qu'à les avoir un peu payés un peu plus cher et de les garder. Donc, on est sur un faux débat. Le vrai débat aujourd'hui, notamment de l'électorat du Front National, c'est pas qu'ils sont. Il y a effectivement une question de pouvoir d'achat, mais le pire, c'est pas le manque de pouvoir d'achat en tant que tel, c'est l'absence de perspective. Quand on est pauvre en France aujourd'hui, on est sûr qu'on va rester pauvre toute sa vie. Quand on est riche en France, on a peu de chances de s'appauvrir. Tant mieux pour ceux qui sont en haut de l'échelle. Je dis pas que pour le coup, mon objectif n'est pas de les critiquer, mais il y a une question de mobilité sociale. Quelle perspective on offre aujourd'hui aux gens qui sont en bas de l'échelle, aux gilets jaunes. On a l'impression qu'ils ont un peu un vieux logiciel, quoi. Mais ils ont totalement un vieux logiciel. Ils sont dans une économie Bayrou était parti aussi là-dessus il y a une dizaine de jours. Là, il faut envoyer des signes de justice, etc. Mais moi, ils nous parlent de répartition alors qu'ils n'ont pas créé la richesse. Le discours il consiste à dire pendant 5 ans, on a remis la France en mouvement, c'est extraordinaire, etc. Mais on va en parler, ça. C'est quand même assez largement biaisé. Oui, la France va, de mon point de vue, c'est un certain nombre de sujets bien mieux qu'il y a quelques années, mais la France n'est pas en mouvement, la France n'est pas compétitive, la France n'attire pas les talents. Enfin, c'est un autre sujet qu'on pourrait évoquer. Ouais. Bon, on va brasser tout ça. Bertrand, comment est-ce que tu vois le truc et cette conférence-là Je n'ai pas beaucoup à ajouter par rapport à ce qu'ont dit les deux Erwan. Qu'est-ce qui peut sortir de leur conférence D'abord, si on a ce problème de partage de la taille du gâteau, c'est parce que le gâteau ne croît plus beaucoup, voire croît plus du tout. Et si en plus de ça, on remet une bonne louche d'inflation, qui tend évidemment... L'inflation, ça génère un conflit de répartition sur la marge, de toute façon. Ouais. Bon. Donc, ce qui se passe est tout à fait logique. Ce qui est évidemment plus inquiétant, c'est que le gouvernement ne fait pas la minimum de pédagogie. Et donc, on en revient à des vieilles formules incantatoires. Ce qui peut ressortir d'une telle réunion, c'est strictement rien. Ce que peut faire le gouvernement, c'est de faire des énièmes primes d'encouragement à la participation, à l'intéressement. Et ce qui ne satisfait d'ailleurs pas les salariés, les travailleurs, les syndicats, parce qu'ils savent très bien que l'intérêt d'un salaire, c'est qu'il est cranté une bonne fois pour toutes, alors qu'une prime, évidemment, peut disparaître du jour au lendemain. Et puis, plus généralement, cet appel aux entreprises à lutter contre le Rassemblement national est quelque chose de bizarre, parce que quand Gérald Darmanin dit dans le vote RN, il n'y a pas que l'insécurité, il y a aussi la répartition des richesses, j'allais dire que le gouvernement s'occupe déjà de l'insécurité et qu'il laisse la répartition des richesses là où doit se faire et se négocier. Ouais.
puisque c'est un sujet de négociation. Les organisations syndicales ne sont pas dépourvues d'arguments dans les entreprises. Il y a des grèves dans les entreprises, il y a des conflits sociaux, et c'est tout à fait normal et légitime. Et les entreprises qui ne peuvent pas augmenter les salaires, effectivement, ne le font pas, alors même que, logiquement, elles devraient le faire, compte tenu de la tension sur le marché du travail. Et si elles ne le font pas, c'est pour de bonnes raisons. C'est pour des raisons de concurrence. On est dans une économie de concurrence. Beaucoup d'entreprises sont exposées à l'international. Celles qui ne le sont pas directement sont exposées indirectement par les entreprises qui doivent lutter pour préserver leurs marges, qui sont à l'international. Donc les choses ne sont pas si simples que ça. Un truc à ajouter là-dessus, vas-y, Il y a un Erwan. point qu'a soulevé Erwan, effectivement, qui est en creux, c'est la paupérisation aussi de la population française. À la limite, on peut poser 2 questions pour cette conférence. Comment ça se fait que le SMIC est augmenté 2 fois plus vite que le salaire médian ces 20 dernières années? Et comment se fait-il que le salaire médian... 2 fois plus vite. 2 fois plus vite. Comment se fait-il que le salaire médian s'est figé autour de 160% de SMIC depuis 2003, en gros depuis la montée en puissance de la réforme Aubry et surtout de l'effet Fillon. C'est 160% du SMIC, ça te coûte quasiment 3 fois plus cher l'euro marginal d'augmentation. Qu'on réponde juste à ces questions-là, avant de dire il faut redistribuer les richesses. Attends, parce que tu parles très vite. Erwan, c'est très intéressant. Parce que le temps est compté ici. Non, c'est une ressource non, utilisée. on a tout le temps. 160% du SMIC. Si le patron te donne 1 euro, ça lui en coûte 3. Ça lui en coûte 3. Effectivement. Parce qu'en fait, c'est la trappe, quoi. Alors, en fait, tu as une trappe qui s'étend pas non plus énormément. En fait, c'est la trappe, elle est comptable autour de 160 jusqu'à 175%. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un gap qui est tellement énorme. Pourquoi ? Parce que tu n'as plus rien en dessous de 160 et à 160, tu te fais matraquer. Ouais. Et donc, du coup, d'ailleurs, on avait fait une petite étude dessus. Le salaire médian s'est figé autour de 160%. Il y avait une progression quasiment naturelle, en fait, du salaire médian. Et à partir de là, clac, on a figé. Pourquoi ? Parce que tout ce que tu subventionnes est abondant dans une économie. Tu subventionnes les bas salaires, tu as des bas salaires en abondance. Tu réponds, tu poses après, juste tu ça sais, comme après, question. oui, mais tu connais la poses réponse juste et ça après comme c'est question. indémerdable Voilà. parce qu'après on retombe sur l'hôpital, la police, les services publics qui s'effondrent. Il fait 8 degrés dans les classes. C'est un vrai. Ce que dit Erwan est un vrai sujet de préoccupation. Mais si la solution, le point de sortie, c'est d'augmenter les cotisations sociales au niveau du SMIC, ça crée d'autres effets. Oui, bien sûr. Voilà, en fait. Déjà remettre une échelle. Oui, alors la vérité qui n'est pas dissible, c'est que le niveau du SMIC français, tout aussi bas qu'il soit, n'est plus en ligne depuis longtemps avec les performances générales de l'économie française. Bon, c'est tout, c'est ça le sujet. À partir du moment où on a ce constat-là, on a le choix contre 2 mauvaises solutions, qui est celle qu'on a faite actuellement, qui privilégie plutôt l'emploi, au détriment sans doute des progressions salariales. Et puis, il y aurait effectivement la solution inverse, c'est-à-dire de détruire des emplois et de garantir une meilleure progression des salaires, peut-être, enfin d'avoir un système fiscal et social qui ne désincite pas à la progression des salaires. Moi, je mettrais juste un complément avec un regard politique. Ce que je trouve inquiétant dans ces déclarations des ministres, c'est que ils le font pourquoi ? Ils le font parce qu'ils savent qu'à partir de l'hiver, les prix de l'énergie vont continuer d'augmenter, l'inflation va continuer et que visiblement, on ne va pas uniquement vers des jours meilleurs. Et qu'ils sont à bout de solutions. Ouais. Ils n'ont pas d'autres solutions, d'autres idées que de dire maintenant, nous, on n'a plus un rond. Hein, donc, ça serait bien que les entreprises volontaires, en fait, payent un impôt volontaire d'une certaine façon. Et donc, fassent de la redistribution par le privé et de ça. Et c'est pas extraordinairement rassurant sur les perspectives politiques et économiques qui viennent pour l'année prochaine. Ça nous amène justement, on redira un mot de l'attractivité tout à l'heure, mais l'excellent journal dans lequel tu écris régulièrement, Erwan, j'ai été donc... Effectivement, quel cap pour Macron, quelle solution, etc. et tout, on peut discuter de ça. Qu'est-ce que j'ai à vous donner en termes d'informations ? Ah oui, je ne savais pas ça, juste très très vite. Hein, j'aime bien dire de temps en temps ce que j'apprends. Alors, l'histoire de la loi de programmation des finances publiques, ça vous a peut-être échappé, hein, parce que franchement, voilà. Mais en gros, il y a le 49.3 pour les textes budgétaires de l'année, enfin de l'année prochaine. Oui. Et puis il y a la loi de programmation sur 5 ans qu'on doit envoyer à Bruxelles. Globalement, on se disait, bon, et celle-là, ils ne sont pas arrivés à la faire voter par LR. Globalement, on se disait, bon, tant pis, c'est pas grave, Bruxelles attendra. Non, elle vaut 13 milliards. En fait, il faut envoyer cette loi de programmation pluriannuelle si on veut récupérer l'ensemble des subventions encore disponibles dans les subventions européennes liées à la Covid. Voilà, je ne savais pas ça. Donc, il y a une petite pression là-dessus. On sent aussi qu'il y a une négociation avec le Sénat sur les retraites. Voilà.
Et puis, donc cet article, peut-être qu'on va voir alors un dessin que j'aime beaucoup à la une de l'Opinion, voilà. Donc pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est La République qui est en train de tricoter ce qui apparaît bel et bien comme un gilet jaune et qui dit « je vais t'en tricoter un de col roulé, moi tu vas voir », et Macron apparaît comme un peu terrorisé. Et ce qu'écrit l'Opinion, la politique. Donc, si les Français se recentrent sur des besoins primaires, s'ils craignent de manquer, s'ils sont révoltés qu'un grand pays comme le leur ne soit plus en mesure de leur garantir la lumière, quelles conséquences politiques cela peut-il avoir ? C'est une belle phrase, ça, hein ? Qu'un grand pays comme le nôtre ne soit plus capable de nous garantir la lumière. Ça fait mal, quoi. Non, je veux dire, c'est une belle phrase. Hein. Voilà, les critères d'évaluation d'un bon leader politique sont revus à la baisse. Un chef de l'État doit-il porter un ensemble de valeurs démocratiques, se battre contre le dérèglement climatique, étendre l'influence de son pays dans le monde, ou simplement nourrir son peuple ? Ce n'est plus la préhistoire, c'est le Moyen-Âge, la politique réduite aux sujets les plus terre-à-terre. Je ne partage pas cette stigmatisation du Moyen-Âge, mais à part ça, qui était une grande époque, mais à part ça, il y a énormément de choses vraies, évidemment, on sent dans le débat public depuis des années, la déliquescence des services publics. Il y a le fait que, effectivement, les Français se disent ou entendent, on va manquer d'énergie pendant l'hiver, mais comme on a manqué de masques et de gants et d'autres pendant la crise, comme on manque de métro en ce moment à Paris, comme on manque de médecins dans certaines régions, et pourtant ils voient qu'ils sont prélevés à un niveau record. Il y a une contradiction fondamentale entre le pays qui prélève le plus, qui dépense le plus, et des agents publics et des usagers du service public qui ne sont pas satisfaits. Ok, monsieur le consultant, mais comment t'en sors de ça ? Et on se rend bien compte qu'on n'est pas au mieux. On en sort déjà en faisant en ayant un discours de vérité. Je sais pas une expression de discours de vérité, mais de constat. Enfin, comment est-ce qu'on peut à la fois dire il n'y a pas de pénurie de masques, il n'y aura pas de problème d'énergie, quand les services même de l'État sont en train d'expliquer aux entreprises on va devoir vous couper l'énergie, ou les hôpitaux les gens voient que les hôpitaux étaient en manque. Il y a probablement une vision de la politique qui consiste à considérer que l'État ne peut jamais avoir tort, et ceux qui l'incarnent ne peuvent pas avoir tort, et ne peuvent pas se retrouver face à un constat de carence. Je pense que ça ferait du bien aussi de constater qu'effectivement ça ne va pas, oui, mais c'est particulièrement problématique pour Macron, dont la seule légitimité, c'est le mouvement. C'est le mouvement, c'est la jeunesse, c'est la modernisation du pays. Je vous sens très dubitatif. Saut 2018, mais ça. Oui, mais. 2022, c'est pas ça. C'est ça, légitimité. Non, pas du tout. Mais 2022, il n'y a pas eu de. Enfin, bon. Oui, mais. C'était la campagne. Non, mais je sais pas ce qu'en pensent mes camarades, mais en 2020, c'est l'une des frais. On a là aussi l'une des conséquences du fait qu'il n'y avait pas de campagne. Il n'y avait pas de projet qui était porté autre que on va empêcher les extrêmes d'être élus, ce qui était un projet certes noble mais insuffisant pour tenir sur 5 ans. Bertrand ? J'ai pas grand-chose à rajouter également. Non, mais t'as pas de solution non plus, quoi. Non, on sort pas, quoi. Je crois qu'il y a le péché originel depuis 2017, c'était le diagnostic. Le président le candidat à l'époque portait un diagnostic qui était d'une lucidité assez clair sur les mots français dans la sphère publique, et que ce discours s'est complètement perdu dans les sables, et qu'en 2022, il n'en est rien resté. Voilà, donc dérive des finances publiques, dérive effectivement des services publics, sentiment effectivement que, j'allais dire, on n'en a pas pour notre argent. Quand j'entends qu'il semblerait que dans le budget 2023, la maire de Paris va augmenter de 50% la taxe foncière, je regarde les rues de Paris, je me dis, voilà, tout ça pour un niveau de propreté qui nous ramène à un pays quand même d'un niveau peu développé quand même. Bon. Voilà. Donc je pense qu'effectivement on est dans une cocotte minute, et surtout c'est la question de il n'y a pas de réponse simple à cette question de réforme de la sphère publique, mais encore faut-il effectivement faire le constat, avoir un tout petit peu d'humilité quand on est dans l'État. Mais tu peux plus, regarde, parce qu'un élément dont peut-être qu'on pourra en dire un mot, mais ce qu'on a appris là juste avant les vacances, c'est-à-dire on ne touchera pas à la retraite des fonctionnaires. On va faire une réforme des retraites en exonérant les fonctionnaires. Ça m'étonnerait qu'ils soient exonérés du passage à 64 ans. Non, sur le mode de calcul. Sur le mode de calcul. Sur le mode de calcul ? Oui, sur les 6 mois. 6 mois au lieu de 25 ans. Oui, mais
Il y a un contrat tacite aussi. Alors, non, il y a une question de contrat tacite, mais même techniquement... Non, mais c'est bien ce que je veux dire. Tu as un contrat tacite avec tout le monde, donc tu ne peux plus rien changer. Oui, mais comment dire ? Ces deux systèmes ne sont pas directement comparables. Donc, aligner l'un sur l'autre n'est pas quelque chose... Techniquement, je parle. Ne va pas de soi. D'accord. C'est-à-dire que le niveau de remplacement des retraites dans le secteur public n'est pas aberrant par rapport au niveau de remplacement du privé. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des coûts énormes, y compris financiers d'ailleurs, à vouloir faire converger les deux systèmes. Tu veux dire que le mode de calcul je rappelle que modulo des salaires moins importants... Je rappelle que réintégrer, comme il faudrait dans ce cas-là pour faire converger les primes des fonctionnaires dans l'assiette des cotisations, ça coûte un paquet de milliards à l'État. Bon. Sachant que les retraites de fonctionnaires déjà sont pas provisionnées, donc oui, par ailleurs. Voilà. Donc, avant de se lancer, non, le problème des fonctionnaires, c'est la réflexion sur les catégories dites actives. C'est sur un certain nombre de dérogations qui existent encore et qu'il faudrait reconsidérer. Mais sur le mode de calcul même de la pension dans le secteur public, d'un point de vue technique et financier, c'est un sujet très compliqué. Voilà. Et qui se ferait sur 20 ou 30 ans de toute façon, parce qu'on ne peut pas remettre en cause... Comme tous les sujets devant lesquels on est, en fait. Dès qu'on tire quelques fils que ce soit, mais on celui-là tombe. n'est pas un bon sujet pour s'étriper. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on ne sort pas. Avant, on parlait justement de l'inégalité versus pauvreté et richesse. C'est exactement la même chose pour les services publics. Du moment où l'INSEE a fait cette magnifique étude qui nous expliquait que la redistribution, quand tu prends les causes matérielles et non matérielles, notamment en gros combien te rapporte la redistribution via des services publics, l'écart passe de 1 à 22 avant, au niveau des revenus primaires, à 1 à 3 après redistribution revenus secondaires et apport en nature par les services publics. À partir de ça, on les connaît, les causes. Enfin, il y a des consultants bien moins brillants qu'Erwan qui ont écrit là-dessus. Donc, le jour où Erwan publie une note dessus, la note fera référence. Non, tout le monde a écrit sur la réforme de l'État. On sait tout ce qu'il faut faire. Tu prends l'exemple portugais avec l'éducation autonomie. Tu reprends un peu de suédois avec de la mise en concurrence. Tu reprends du Danemark avec de la formation tout au long de la vie. Déjà là, tu arrives à gagner 3-4 points de PIB. Puis après, tu fais la même chose dans les transports, tu fais la même chose ailleurs. Voilà. Sur la politique migratoire, il y a aussi quelques bons exemples à l'étranger. On peut faire énormément de choses. Enfin, tout a été écrit. Mais le problème, c'est qu'on le fera pas parce qu'on ne veut pas toucher au cœur même qui est la redistribution. Et vu qu'on se plaît justement à avoir une diminution des inégalités plutôt qu'une mise en montée de l'efficacité, on n'y arrivera pas. Mais en fait, c'est parce que c'est assumé dans notre pays. On préfère avoir quelque chose qui soit extrêmement égalitaire, que ce soit au niveau de la redistribution des salaires, des services publics, plutôt que quelque chose d'hyper efficace. Oui, mais alors, si au moins on en était content, parce que ça nous amène au début de notre discussion. Non, mais je sais bien. Il y a ce truc que tu viens de décrire parfaitement. C'est assumé tacitement. Et néanmoins, tu as une population, une partie de la population et effectivement des ministres qui ont peut-être tort de dire ce qu'ils ont dit et pas d'expliquer ce que tu essaies d'expliquer. Mais Erwan te l'a dit avant, parce que sent qu'on est dans un déséquilibre des richesses. C'est l'impuissance. Donc du coup, on ne dit que des petites phrases parce que c'est la seule chose qu'on peut faire. Et donc du coup, vu qu'on assume justement ce côté, la lutte contre les inégalités avant la lutte pour l'efficacité, une fois que tu as compris ça sert à rien de tergiverser. Parce que les solutions, on les a tous. Enfin, tu veux ajouter un truc tous les 4, on te trouve un projet pour 2027 qui tient la route. Hein. Oui. Il nous faudra 2 jours. Hein. Après, il faut vous faire élire. Juste, Bertrand, puisque je te tiens, je comprends pas cette polémique. Enfin, est-ce qu'elle est sérieuse ou pas ? Cette histoire autour de l'URSSAF qui va... pas d'ailleurs, ça va être reporté d'1 an, recouvrer les cotisations Agir Carco. Le patron de l'URSSAF est venu nous voir il y a une quinzaine de jours, là, je posé la question, c'est une forme de nationalisation. Il dit, mais rien du tout, on sait faire, on sait faire, on simplifie pour tout le monde. Il y a une phrase de Gabriel Attal que j'aime bien, tu vois, ceux qui appellent matin, midi et soir à simplifier les services de l'État pour les entreprises et à être plus efficients sont les mêmes qui, une fois entrés dans les détails, trouvent toujours de bonnes raisons pour s'opposer aux mesures qui sont dans ce sens. Mais si on rembobine le film, quand on a fait recouvrer les cotisations UNEDIC par les URSSAF, ça devait être une absolument catastrophe parce que, soi-disant, l'UNEDIC connaissait, enfin, donc les ACDIC, c'est les ACDIC qui recouvraient, connaissaient les entreprises. Bah oui, parce qu'on c'est bien connu, en recouvrant une cotisation qui est par ailleurs exactement avec la même assiette d'ailleurs que les autres, que les cotisations de sécurité sociale, on connaît les entreprises, on peut leur offrir un service, etc. Enfin bon, évidemment. Bon. Même chose, à partir de 2021, il y a eu la bascule, les URSSAF maintenant
Les indépendants, le RSI. Alors bien sûr, Oui, il y a eu- et puis recouvre les cotisations sur la formation professionnelle et l'apprentissage. Ouais. Bon, la taxe d'apprentissage, etc. Bon, là aussi, ça devait être un drame. Ça se passe correctement, avec efficacité, parce que les URSSAF sont plutôt efficaces en termes de coûts de gestion. Et puis maintenant, rebelote sur les retraites complémentaires. Donc c'est un vieux sujet. Je ne vois pas d'ailleurs le lien entre le recouvrement et le fait qu'éventuellement l'État mettrait main basse sur les recettes de la recouvrement. Mais oui. Pour faire ça, il faut la Oui, parce que c'est ça, hein, le truc en sous-jacent, c'est l'État va s'emparer à travers l'URSSAF prédateur. Il faut une loi de finances pour ça. Donc je ne dis pas que ça ne se fera pas, mais c'est totalement à déconnecter du sujet du recouvrement. Voilà, le recouvrement se fait. Voilà, il s'agit de contributions obligatoires. Ça n'a rien de scandaleux. Ensuite, il faut voir les coûts-avantages, l'efficacité. Bon, l'URSSAF est un système, encore une fois, plutôt efficace. Voilà, donc c'est une simplification pour les entreprises. Personnellement, j'ai vécu la transition RSI et URSSAF. Oui. Ça s'est remarquablement bien passé. Le RSI ayant été terriblement critiqué, d'ailleurs. Oui. Posait quand même un certain nombre de difficultés. Voilà. Donc, voilà. Non, parce qu'on lit des papiers, des trucs, mais ahurissants autour de cette histoire. Le Léviathan est en train. On a eu les mêmes au moment de la disparition des acédiques. Voilà. Ouais, c'est ça. Et les acédiques, c'était 30 conseils d'administration. Avec à chaque fois 40 personnes, c'était beaucoup de monde. Voilà. Les acédiques, il y avait quand même quelque chose de différent, c'est que il y a eu de facto une nationalisation de l'assurance chômage à partir du moment où il n'y avait plus de charges salariales. Donc, mais le système... C'est ça. Il n'y avait plus de cotisation salariale liée aux acédiques, et donc tu as eu une nationalisation de facto du système. Mais là, rien ne change sur le mode de cotisation. Il y a eu deux sujets différents, et ça n'a pas été traité pareil. Il y a eu effectivement l'étatisation du recouvrement, ce qui est un sujet d'efficacité et de simplicité pour les entreprises. Et par ailleurs, il y a le gouvernement qui a décidé d'étatiser au fil de l'eau l'assurance chômage. Voilà. C'est deux sujets différents. Ouais, c'est ça. C'est deux sujets différents. Erwan, un truc là-dessus non, tout a été limpide. Ouais, tout a été limpide. Bon. Eh bien, si c'est ça, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. On repart les amis. Alors restons sur ces questions. Alors effectivement, ça c'était pendant qu'on était en vacances, enfin en tout cas moi. L'histoire donc autour de l'immigration de travail. Je pense que vous avez suivi ça, hein, les métiers en tension, la polémique autour d'une régularisation massive, la réponse de Darmanin et de Dussopt, le ministre du Travail, non, ce sera au maximum quelques milliers de personnes. Si c'est ça, alors à quoi ça sert? Bref, je referme la parenthèse. Est-ce qu'on est devant un changement de logique en matière d'immigration de travail, révision de la procédure de régularisation par le travail, puisque aujourd'hui, il faut faire la preuve d'une présence donc irrégulière, hein, depuis au moins 5 ans en France et d'une activité plus ou moins régulière, elle aussi, c'est quand même l'absurdité du système, sur au moins 12 mois. Est-ce qu'on est en train de changer de logique en matière d'immigration de travail? Et est-ce que c'est une solution? Attention surtout à ne pas mélanger les sujets. Vas-y. Il y a un sujet qui est le nombre de réfugiés, demandeurs d'asile, clandestins, qui sont dans la nature, en fait, et qui serait estimé, je crois, à 700 000. C'est peu ou beaucoup selon qu'on voit les choses. C'est peu si on rapporte à la population générale. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a dit pas grand-chose, parce que c'est beaucoup si on observe qu'ils sont concentrés dans 2 ou 3 métropoles. Ouais. 700 000 personnes sur 2-3 métropoles, ça fait quelques problèmes. Avec les problèmes de gens extrêmement pauvres, de violence, de problèmes sanitaires. De travail au noir, je crois que c'est Dussopt ou Darmanin qui parle de l'armée de réserve du capital. L'insécurité qui n'est pas qu'un sentiment d'insécurité, etc. Ouais, ça, c'est un sujet en soi, c'est un sujet régalien, c'est le fait que on n'a pas de... on a un problème aux frontières, et puis on a une pression migratoire très très importante de l'autre côté de la Méditerranée. Donc ça, c'est un sujet en soi. Et c'est ce sujet-là qui pose problème politiquement. Et il y a un autre sujet qui est la question de la gestion économique de l'immigration. Et là, la France, de ce point de vue-là, c'est plutôt le contraire. Autant on a beaucoup de clandestins ou de déboutés du droit d'asile qui sont dans la nature et qui ne sont jamais reconduits à la frontière, on s'en est aperçu il y a quelque temps, autant on a peu d'immigration économique, au sens choisi économique de personnes qui viennent en France, soit pour étudier et ensuite travailler chez nous, soit directement pour travailler chez nous, parce qu'ils ont des qualifications adaptées et qui correspondent aux besoins de l'économie française. Voilà. Et là, on n'est pas bon. On n'est pas bon du tout. Alors, je me rappelle d'une étude du CAE sur le sujet qui date de 2021, qui montrait que l'immigration de travail en France était faible.
en pourcentage de la population active, qu'elle était très peu qualifiée. Ouais, c'était l'année dernière. Hein. Voilà, ouais, par rapport à ce que font en particulier les pays anglo-saxons, qu'elle était peu diversifiée, c'est-à-dire qu'en gros c'est uniquement l'Afrique, quasiment. Bon, alors vous allez me dire, c'est un peu... C'est l'Afrique et pour bosser sur les chantiers, quoi, pour résumer le truc. C'est géographique, et avec un très faible taux de rétention des étudiants qui sont formés en France. Donc des étudiants qui sont formés en France, en partie, quand c'est l'université, en partie quand même sur finances publiques, qui sortent de là en connaissant le français, en ayant des compétences non seulement professionnelles, mais qui connaissent le français, et qui disparaissent parce que, d'abord, on ne les retient pas, on ne fait rien pour les retenir. Il y a des conditions de salaire minimum, des conditions de délai pour trouver un travail. Et donc on est très perdant sur tout un tas de sujets. Et j'ajoute, Bertrand, et sans doute que aussi les conditions que tu as décrites au début, celles avec lesquelles tu as commencé, c'est-à-dire l'immigration illégale, les conditions font que le débat se mène sur un tel ton je comprends tout à fait des gars qui disent mais on va pas rester là, on ne sait pas ce qui va se passer pour nous demain. Les conditions pour avoir un débat sur le sujet qui est un sujet, un sous-ensemble, qui est le sujet de l'immigration économique et comment la France optimise l'immigration économique dans un univers où il y a une compétition internationale des talents, c'est un sujet qui est un sujet en soi, mais qui est totalement pollué par l'autre sujet, le sujet de préoccupation des Français, qui est en fait l'immigration non choisie, non économique, parce qu'ils ne viennent pas chez nous pour des raisons fondamentales. Enfin, quand on dit non, mais on a compris. Immigration non économique, ça peut se voir. Voilà, bien sûr, qu'ils viennent pour des raisons pour eux qui sont en partie économiques, tout à fait. Mais vu de l'économie française et de l'intérêt de l'économie française, effectivement, il n'y a pas forcément intérêt à avoir ces personnes. Donc en fait, le débat proprement économique est complètement pollué par un débat évidemment hystérisé sur la question de l'insécurité et du lien entre les clandestins et l'insécurité. C'est évidemment pas l'ingénieur tunisien en informatique qui pose généralement des problèmes d'insécurité. Montrons aussi, parce qu'il y a eu donc l'index mondial de compétitivité des talents, qui est réalisé par, je ne sais plus qui, j'ai oublié de le noter, tu sais ça, Erwan? Je ne sais plus, un grand cabinet de consulting. Et donc, en gros, l'idée, c'est, alors quand même, une bonne nouvelle, parce qu'on pouvait commencer à en douter, on forme toujours bien les élites, les grandes écoles sont toujours efficaces, l'université, quand elle bosse toujours efficacement, mais effectivement, on a beaucoup de mal à les attirer, et en termes d'attractivité, on n'arrive pas à progresser. Comment est-ce que tu vois cette question, Erwan? Et est-ce que, au-delà du tableau que dresse Bertrand, on a un réel problème de compétences? On voit qu'il y a, alors je crois que c'est l'UMIH qui, c'était l'année dernière, passe des conventions avec des pays précis, notamment avec la Tunisie, pour essayer de faire venir des gars. Ça ne marche pas. Ça se cet été. Non, je crois que c'est quelques... Côte d'Azur, il y en a quelques-uns qui ont été sauvés grâce à ça. Ouais, je crois que c'est quelques centaines de gars qui viennent, quoi, tu vois. Il y avait eu des infirmières espagnoles à la grande époque. Enfin, à chaque fois, c'est des trucs qui ne marchent pas parce que tu sens bien que le climat général n'est pas forcément accueillant pour l'ensemble de ces gens-là, même s'ils viennent créer de la richesse chez nous, quoi. Ce qui est paradoxal, parce qu'en plus, ce qui est paradoxal, c'est la discussion entre l'économiste et le politiste ou le politologue ou le sondeur, on va dire. L'économiste te dira, je pense presque d'un point de vue unanime, que l'immigration est une chance d'un point de vue économique. Hippolyte Dalbis a fait beaucoup de travaux là-dessus qui sont limpides et qui sont reconnus internationalement, qui montrent que, quoi qu'il arrive, c'est une chance. Après, effectivement, dire ça aujourd'hui dans un pays où le Front National est à 30%, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce qu'il faut que tu le montres, il faut que tu le prouves et puis il faut que tu l'expliques. Après, on a aussi comment est-ce qu'on pourrait nous agir? Il y a un problème effectivement de profils qu'on importe. Bertrand l'a très bien dit, la note du CAE l'année dernière, 40% des gens qui viennent en France pour des raisons économiques ont un niveau inférieur ou égal à celui du brevet. Donc ça pose un souci. Le taux d'emploi des personnes immigrées, des personnes étrangères, est de 56% si je ne dis pas de bêtises. C'est à peu près 10 points de moins que la population française et c'est surtout 15 points de moins que les populations étrangères dans la moyenne dans l'OCDE. Donc déjà, il y a un vrai problème là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème aussi d'intégration lié à la formation. Et je pense que la petite phrase de M. Darmanin que j'ai vue quand il était au Sénat, si je ne dis pas de bêtises, de toute façon, vous inquiétez pas, ils viennent pour répondre à une demande conjoncturelle. Le jour où la demande n'a plus besoin d'être satisfaite, on les renvoie chez eux. Je trouve qu'elle est à la fois déjà profondément scandaleuse, mais extrêmement révélatrice de l'imaginaire qu'on a par rapport à l'immigration. L'Allemagne, par exemple, n'a pas du tout ce projet. L'Allemagne, 70% de taux d'emploi pour les personnes étrangères, avec pourtant des masses qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on a nous en France.
de se dire, tu te rends compte, tu vas dire, viens chez nous bosser, viens chez nous servir les plats cet été pour sauver le resto étoilé au bord de Nice, sur la Riviera. Par contre, l'année prochaine, il n'y a plus besoin, tu rentres chez toi. À partir de là, tu peux rien construire en termes de politique. Tu vas attirer, quoi, en plus. Enfin, rien du tout. Évidemment. Ou alors des gens qui connaissent effectivement le système et qui vont se dire, j'aurai peut-être une OQTF, mais je resterai sur le territoire parce que je connais des filières, parce que je peux me faire héberger, etc. Donc en fait, avec ce genre de phrase-là, qui est juste là pour flatter une partie de l'électorat, tu casses complètement ton incitation à l'attractivité. Juste un dernier point, parce que c'était le sujet de ma chronique dans l'opinion lundi dernier. Ce qui est l'un des sujets aussi, est que au-delà des extrêmes, les partis politiques du centre ou de parlement ou de gouvernement, je ne sais pas comment les appeler, on parle extrêmement mal de l'immigration économique. Et en fait, ça rejoint le discours de ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de redistribution. Parce que tout le sujet de la redistribution, c'est qu'on a une vision malthusienne de l'économie. Et en matière d'immigration, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on entend un certain nombre de responsables, et notamment de droite récemment, dire on peut pas faire de l'économie, on peut pas accueillir des immigrés en plus parce qu'il y a quand même déjà assez de chômage en France, c'est que soit ils n'ont jamais vu une équation de croissance, soit ils ont une vision profondément malthusienne de l'économie. C'est-à-dire en fait il y a une table et donc soit on fait des parts plus petites, c'est les 35 heures, soit on interdit aux gens de venir à table. D'accord ? Et donc on a cette logique-là. Ah oui, c'est comme ça que ça marche. Parce qu'effectivement, là, je vais me permettre une petite critique. Ta pensée à l'oral est plus claire qu'à l'écrit, parce qu'en gros, tu disais, LR valide les 35 heures. Exactement. Donc, voilà. Exactement. Plutôt dire, s'ils étaient cohérents, ils devraient valider les 35 heures et les pré-retraites. En disant, d'ailleurs, c'était plutôt un moment la droite qui les avait poussés. Mais mais il y a une profonde incompréhension de la façon dont fonctionne l'économie. Il peut y avoir d'autres raisons non économiques pour s'opposer à l'immigration qui sont légitimes et dont on peut débattre. Par contre, dire que pour des raisons économiques, il faut qu'il y ait moins de gens qui viennent en France, que ça va nuire à la croissance, il y a quelque part un problème de compréhension. Et pour prolonger ce qu'on disait à l'instant, il y a cette immigration de personnes peu qualifiées, mais il y a aussi ce que tu évoquais tout à l'heure, l'immigration des personnes qualifiées, ou faire venir des étudiants étrangers en France. Là, aujourd'hui, ils viennent relativement peu. Ceux qui viennent, en fait, plutôt les meilleurs au monde, ils viennent pas en France. Voilà. Ils vont aux États-Unis, etc. Ils ont les meilleures universités mondiales. Quand bien même c'est un pays qui est compliqué. Là, ils vont un peu moins aux États-Unis. Enfin, je me permets juste une petite par rapport à ce que je disais sur le climat général du pays, le climat général du débat. Assez clairement, les États-Unis sont en train de reculer au profit de la Suisse ou de Singapour, par exemple. Et Trump leur a fait beaucoup de mal à cet égard. Mais je ne sais plus quel membre du gouvernement élu a tweeté récemment, une fois que Elon Musk a annoncé les licenciements des ingénieurs de Twitter, en disant venez en France, on est un pays hyper attractif. Mais c'est pas vrai. Ces ingénieurs-là, quand ils viennent en Europe, c'est un expert du secteur qui me disait ça. Il me dit ils vont en Grande-Bretagne, ils vont en Suisse, effectivement, et je crois à Zurich, c'est extraordinairement dynamique, mais ils viennent pas en France. Et on a là un sujet qui rejoint à nouveau ce qu'on disait tout à l'heure, la compétitivité, la concurrence, etc. Il va falloir que pour demain, je trouve des trucs un peu marrants à raconter parce que on est pas au mieux. La prochaine étape, le truc marrant, c'est la révolution. Comment on fait la révolution à partir de maintenant? Mais non, mais c'est un boulot de consultant. Pendant la pause, Erwan Tison nous expliquait que les consultants juniors débarquaient et c'était le bizutage du consultant junior, la réforme de l'État. Donc voilà. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, la réforme de l'État, on sait ce qu'il faut faire. Ouais. On sait ce qu'il faut faire. J'ai eu l'immense honneur en 2007 d'être rapporteur de la commission Attali. On reprenait déjà les travaux de la commission Cantu. Mais t'avais quel âge, Erwan? J'avais 12 ans. Tu sais, c'était le grand capital. Ah oui, c'était le travail des enfants, disons. Commission Attali. Ouais. Mais déjà à l'époque, il y avait les mesures, et que d'ailleurs Macron a actualisé. Certaines étaient déjà dans le rapport Rueff-Armand. Absolument. Exactement. Notamment toute l'histoire des taxis. On sait ce qu'il faut faire. La question, le vrai sujet, c'est comment on le fait. Et là, tout de suite, les politiques travaillent moins. Tu vois, juste un tout petit point sur l'attractivité. On avait travaillé sur la question de l'attractivité en point de vue des IDE. Pas des personnes, mais des investissements. Investissement direct étranger, les IDE. On se posait la question, comment ça se fait qu'en France, les IDE, il y a eu un petit soubresaut depuis 2017 qui est là purement un effet Macron. Ça a été purement un effet flat tax Macron. Mais comment ça se fait qu'on reste vachement plus bas que l'Allemagne, la Suisse, l'Italie C'est vrai. Ah si.
Et ben en fait, on avait trouvé que... Attends, moi j'ai le baromètre EY tous les ans. Là, moi, je te parle des données OCDE, observables sur le terrain depuis 1964. Bon, d'accord. La France reste un pays qui attire beaucoup moins les autres. Je m'incline devant le directeur des études. Non, mais je t'enverrai l'étude. Après, peut-être qu'on s'est totalement trompé, ça nous arrive. Enfin, ça non, mais arrive. C'est vrai, Erwan, que c'est pas du tout ce que dit EY. Tu sais, c'est au moment du sommet de Choose France. Mais en même temps, c'est peut-être une opération. Il y a deux choses. Effectivement, il y a l'effet valeur et l'effet volume. Bah oui. En termes d'IDE. Et le problème, c'est que nous, on a un gros problème d'attractivité parce que l'OCDE nous classe comme étant un pays protectionniste. C'est-à-dire que si tu veux, sur les restrictions qui pèsent sur les IDE, alors tu as 9 critères, et ben en fait, la France est beaucoup plus restrictive que le UK, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. En termes, tu sais, le fait que le gouvernement veut se mêler de la prise de participation à partir de temps et temps de centaines de milliers d'euros, la nationalité des dirigeants, etc., qui font qu'en fait, on est vu aujourd'hui comme un pays extrêmement protectionniste. On est au-dessus de la moyenne en termes d'indice de rétention protectionniste. Donc du coup, ça explique aussi, tu vois, on revient aussi au début, parce que le gouvernement, parce qu'un ministre, quel qu'il soit, se dit, moi je veux avoir mon mot à dire sur tel et tel investissement, sur tel et tel JA Factory qui vient chez moi, sur les conditions, sur le nombre d'impôts qu'il va payer, etc. Et ben en fait, tu repousses pas mal de talents. Et on revient toujours au même. Mais là encore, on sait ce qu'il faut faire, mais ça voudrait dire retirer du pouvoir à Bercy, retirer du pouvoir aussi à ces commissions transministérielles. Et ça, aujourd'hui, c'est hors de question. Rajouter quelque chose ? C'est un projet libéral. Combien de temps il reste ? Vous avez, alors peut-être pas, je ne sais pas si vous avez des trucs à dire là-dessus sur le dossier automobile qui moi me passionne, mais peut-être pas vous. Donc, vous avez sans doute suivi ça, Thierry Breton qui... Là-dessus, moi, je vais quand même vous soumettre la question, est-ce que je ne sais pas à quoi penser ? Donc, vous avez suivi un petit peu les différents épisodes, d'ailleurs, on en parlait au moment du Mondial de l'automobile, l'Europe très allante pour sortir l'ensemble des moteurs thermiques atmosphériques d'Europe dès 2030 ou 2035. Les constructeurs qui, au moment du mondial d'ailleurs, Carlos Tavares en tête, disent « Vous êtes fous, vous êtes en train d'ouvrir grand les portes à la Chine, qui là-dessus a des coups d'avance qu'on n'aura pas le temps de rattraper. » Et Thierry Breton, qui est quand même commissaire à l'industrie, qui sort du bois donc à la fin de la semaine dernière et qui dit oui effectivement on a un problème. Alors il donne des chiffres, il faut quand même nos objectifs là pour les remplir, il faut 15 fois plus de lithium, 15% de production électrique en plus sur le territoire de l'Europe, 7 millions de bornes de recharge alors qu'il n'y en a que 350 000 aujourd'hui, donc dit-il clause de revoyure en 2026. Et on va voir si tout ça est bien raisonnable. Et pourquoi est-ce que je me gratte la tête ? Parce que je me dis quand même que... Enfin, c'est peut-être pas un très bon message à envoyer aux industriels. Non, c'est clair. Tu vois, revoyure j'étais un peu dans l'idée. Tu as peut-être un truc de programme Apollo. Si tu veux, si tu es vraiment focus dans cette histoire-là, Imerys qui ouvre des mines de lithium, personne vient leur chercher des noises, ils ouvrent leurs mines de lithium, les gars qui veulent le faire en Alsace, etc. Tu vois, tu tends tout l'appareil de production dans cet objectif et tu gagnes quelque chose. Là, tu vas rester avec... finalement, avec tes coups de retard sur les Chinois. Je suis pas... Vas-y. Je suis pas assez... calé sur le secteur pour savoir si cette décision de 2035 est gagnante ou pas économiquement. Bon. La certitude que j'ai, c'est que c'est une décision absolument politique dont l'impact sera gigantesque. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure elle sera plutôt négative ou plutôt positive, mais elle est absolument gigantesque. Elle n'a pas été anticipée. Et je pense que se poser un petit peu pourrait être une bonne chose. Bon, sachant que tu parles du programme Apollo, mais là il y a quand même des sujets qui sont extérieurs et qui ne dépendent pas de nous. C'est-à-dire notamment l'accès aux matières premières. Mais justement. Voilà. Et le lithium, on ne va pas l'inventer. Non, mais tu vas le chercher. Mais il est partout. Il est partout, tu sais, Bertrand. Il est partout. Mais à quel prix d'extraction ? Il faut aller le chercher. Tu connais le prix d'extraction ? Alors c'est très bien si on a... voilà. Donc, alors je ne parle même pas, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, des conséquences sociales potentiellement catastrophique, non pas cataclysmique du prix, de l'augmentation des prix des voitures, mais on peut avoir des gilets jaunes pour moins que ça. Bon, voilà. Donc non, mais je suis sceptique. Thierry Breton sur je suis sceptique. J'ai pas de certitude. Je suis juste sceptique et je pense que la nature de cette décision est totalement politique. Les conséquences économiques et sociales n'ont pas été suffisamment analysées et donc avoir une clause de revoyure me paraît être une bonne idée.
Voilà, il y a plein d'incertitudes dans ce dossier. Non, plein on est d'accord, d'incertitudes. Voilà. mais à un moment, Voilà. on vient de passer 43 minutes passionnantes à se dire qu'on était quand même pas au mieux. Je veux dire, si tu as une ambition quelque part, vas-y Erwan. Mais je connais pas bien le secteur automobile, mais donc j'ai effectivement suivi les débats récents et je rejoins absolument ce que disait Bertrand, c'est-à-dire que moi j'ai plus l'impression que cette clause de revoyure, c'est pas contradictoire avec le plan Apollo dont tu parlais, où la mission, c'est de dire au secteur, allez-y à fond. Par contre, on entend que on a peut-être été un peu trop loin dans nos ambitions, et donc vous allez, si ça n'est pas concrètement, si on est certain qu'on n'y arrive pas, on pourrait reprendre une respiration. Ben, il y a quand même, moi je prends un autre secteur que je connais bien, le secteur agroalimentaire, la politique Farm to Fork par exemple. Voilà. Là, elle a été évaluée. Hein, on sait que ça va détruire de l'emploi, que ça va détruire des capacités de production, et pour le moment, il n'y a pas de clause de revoyure, alors que tout le monde aimerait bien qu'elle arrive. C'est quand même J'ai entendu partout qu'elle était mise aux oubliettes. Elle n'est pas complètement mise aux oubliettes encore. Hein. C'est quand même elle est de fait moins présente sur le devant de l'agenda. Donc pour résumer, c'est agriculture raisonnée sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Exactement. Voilà. Et les sources et les études d'impact de la Commission elles-mêmes disent que ça va conduire à une augmentation des prix, une baisse de la production et une augmentation la perte de souveraineté alimentaire. Exactement. Donc, l'inverse de ce qu'elle veut produire. Tout à fait. Donc, dans le secteur automobile, a priori, c'est pas ce qu'on veut obtenir comme résultat. Donc, c'est peut-être pas mal qu'à un moment, on se dise qu'on va faire juste un bilan d'étape, de savoir si on a été capable de le faire ou non, et puis si on n'a pas été capable, pourquoi. Tu le fais en 2026, ton bilan d'étape, c'est pas sérieux. Tu vois. Mais c'est politique à la limite, aussi. s'il nous avait dit la clause de revoyure en 2030, pourquoi pas. Mais 2026, ça veut dire qu'il veut enterrer le truc, Thierry Breton, point. Je sais pas si... Mais enterrer, il peut aussi considérer qu'on n'a pas aujourd'hui, en 2022, les éléments probants qui permettent de penser qu'on n'est pas sûr de ne pas aller dans le mur. Oui, non, mais je t'entends. Et c'est des sujets quand même très importants. On parle beaucoup de l'emploi, mais je persiste à penser qu'il y a aussi une question de souveraineté et une question sociale, de pouvoir d'achat, d'accès à la mobilité. Ouais. Là encore, qui ne va pas concerner les Parisiens qui ont des transports en commun, mais qui vont concerner toujours les mêmes. Voilà. Et donc, je pense que ça nécessite qu'il y ait un débat et des études un peu plus sophistiquées. Et aussi l'évolution de la Chine. Où va la Chine? Comment on va pouvoir avoir accès aux terres rares? Enfin, il y a plein d'incertitudes qui nécessitent qu'on se revoie peut-être dans quelques années. Erwan, je dis juste d'un mot d'ailleurs, parce que ça m'avait intéressé, le sujet... Pour moi, ça a été le seul truc vraiment intéressant de la campagne présidentielle, c'est l'histoire du leasing, là. La voiture électrique à 100 €. Et en fait, il n'y a rien dans le budget qui permet de penser que Macron a envie de mettre cette idée en place. Donc voilà. Ça va dans ton sens. Non, mais ça va dans ton sens. Sans finances publiques, pourquoi est-ce qu'il faudrait subventionner le leasing? Ça peut... Non, si, ça doit se faire avec un petit peu de subvention. Si tu veux arriver à la voiture... Si tu veux arriver à un coût... Ah bon, d'accord. En gros, l'idée, c'est que le coût voiture plus consommation d'électricité soit égal au coût actuel moteur atmosphérique plus consommation d'essence. D'accord. Voilà, c'est ça l'idée. Pardon, parce que je ne connais pas assez bien le sujet, mais c'est quand même... C'est pas crédible, ça. Tu peux pas dire on va développer un secteur à condition qu'il soit subventionné. Non, c'était pour répondre. Non, c'était intéressant la logique de Macron. C'était pour répondre à ce que disait très justement Bertrand, qui est de dire aujourd'hui, si tu vas à fond sur la voiture électrique, tu prives de mobilité tous ceux qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Exactement. Donc c'est évidemment un truc que tu fais sous condition de ressources, et tu dis, on met en place avec les banques étant d'ailleurs les premiers propriétaires aujourd'hui de flottes automobiles électriques. Ils savent quand même très très bien faire l'ensemble de ces systèmes. On met en place un système intelligent où tu arrives à t'y retrouver avec une voiture électrique par rapport à un moteur atmosphérique et tu mets de la subvention. On est au cœur, en fait, du sujet de la transition énergétique. Si tu prends un tout petit peu des 27 milliards que vont te rendre en ce moment ceux qui font tourner les éoliennes pour financer un truc comme ça, je crois que ça tient la route. Mais voilà, je crois que ça tient la route. J'insiste quand même sur encore une fois, ce sujet n'est pas qu'économique, ce n'est pas qu'un sujet d'emploi. Alors Thierry Breton, très habilement, met l'accent sur la question de la reconversion des salariés, qui est problématique, etc. Mais ça, à la limite, c'est pas vraiment le problème. C'est-à-dire que... C'est la vie de l'économie. Voilà, oui, non, mais je veux dire, il n'y a plus de maréchaux ferrants. Voilà, donc ça va se faire. Voilà. Et après, là, on peut mettre de l'argent public pour limiter la casse, etc. Moi, le problème que je vois, c'est plutôt la question de la souveraineté.
Imaginons qu'en 2026, on soit en guerre avec la Chine. Enfin, quand je dis on, c'est pas nous. Mais justement, Bertrand, imagine il un est temps. embargo. Mais tu en auras besoin du lithium. Il est temps d'aller le chercher. C'est-à-dire, moi, c'est ça mon point. C'est qu'il est temps de se bouger très sérieusement. Donc, enfin, ça, on le dit depuis. Je suis pas géologue, je sais pas. Oui, mais le alors, sol européen possède beaucoup de lithium. Les terres rares ne sont pas rares. Voilà. Oui, mais à quel prix? Mais peu importe, c'est une question non, de souveraineté, tu as dit. Et donc, justement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Bougeons-nous. Rouvrons massivement les mines. Rappelons Montebourg. Là, le seul truc qui me reste de Montebourg. Erwan n'est pas d'accord. Mais le seul truc qui me reste de Montebourg, c'était autour des mines. Et va les chercher, les minerais. Ils sont là, ils sont partout. Tu as un petit problème avec le cobalt, mais en fait, tu en as de moins en moins besoin du cobalt dans les batteries. Il y a un problème. Donc, d'abord, je voudrais être sûr qu'il y a suffisamment de lithium à des coûts raisonnables. Si ça doit amener à ce que la voiture double de prix. Tu peux pas dire c'est de la souveraineté et derrière me dire. Non, mais la souveraineté ne se fait pas à ce niveau-là. La souveraineté se fait peut-être à réfléchir sur le passage au tout électrique plutôt. C'est ça le sujet. Erwan Tison. Je pense qu'on l'a annoncé. L'OPEP a fait ses anticipations à partir de ça. Les agents ont fait des anticipations par rapport à ça. C'est dangereux. C'est sur le même sujet énergétique. C'est dangereux d'avoir des injonctions contradictoires pendant les années. Juste un petit point. Moi, je ne prends pas position dessus. Un petit point. Si jamais en 2035 on électrifie tout le parc automobile, ça représente en gros. On avait fait quelques petits calculs. Tu as 18 millions de Français qui travaillent tous les jours, 1,7 million de Français en moyenne, 1,7 francs passagers par véhicule. Tu as 10 millions de véhicules à recharger tous les soirs. Ça te fait 30 gigawatts à débloquer comme énergie. Ça représente 40% du pic énergétique que tu as en heure pleine, en plein hiver. Donc ça veut dire qu'il faut quasiment qu'on double nos capacités de production. Non, il dit 15% de production électrique en plus. Je te dis pour la France. Je te dis pour la France. Parce qu'en France, on a beaucoup de... Ça, c'est calcul que nos ingénieurs avaient fait. Tu as besoin de beaucoup de bornes, etc. Non, mais tu ne la recharges pas à 19h quand tu fais chauffer le four, ta voiture électrique, justement. C'est l'avantage avec le nucléaire. C'est que tu la recharges la nuit, au moment où tes réacteurs tournent quand même un peu à oui, mais tu as quand même un pic de consommation. Pour l'instant, ils ne tournent pas. Tu as quand même un pic de consommation. Tu as quand même un pic de consommation. Et puis on utilise les centrales à charbon. Tu as quand même un pic de consommation à 30 gigawattheures qui est absolument, 30 gigawatts qui est quand même absolument incroyable en termes de tension sur le réseau. Moi, par contre, ce que je pense que comme question que ça pose... Ça m'échappe ton truc, Erwan. Mais bon, je te laisse. Vas-y, continue. La question qu'il y a derrière, c'est la question aussi, est-ce que on n'arrive pas à la fin presque de la voiture individuelle? C'est une chose, quand tu regardes... Sandrine Rousseau n'a pas dit que des choses idiotes dans sa carrière politique. Et une chose qui était assez intéressante, c'était quand elle disait « Demain, la voiture ne pourra qu'être partagée ». On a bossé un peu sur le sujet de la mobilité. La voiture, tu l'utilises 2% de ton temps éveillé. Mais c'est du délire. Non, mais attends, laisse-moi finir. C'est 35 minutes, pardon. 35 minutes par jour, 2% de ton temps éveillé. Le fait de justement que tu peux avoir aujourd'hui 70% du parc automobile français qui peut être mutualisé aux alentours justement des grandes métropoles. Tu as des gestionnaires de flotte qui existent, qui font ça très bien. Tu vas en Italie par exemple, à Milan, les mecs ils sont tous en train de louer leur voiture à la minute et ça leur coûte beaucoup moins cher en termes de possession. Je vais rendre hommage à un entrepreneur formidable qui s'appelle Jean-Claude Puerto Salaver. Je ne sais pas si tu connais Jean-Claude Puerto Salaver, qui a écrit un petit bouquin, donc qui est le patron qui a fait toute sa carrière dans la location automobile. Il a fondé ADA. Et puis maintenant il dirige il est propriétaire d'une autre franchise dont le nom m'échappe et qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle Partage ta bagnole. C'est tout son sujet, Erwan. J'ai une affection mais énorme pour ce gars-là. Il y a 5 ans qu'il me raconte ça. Ça ne marche pas. Mais t'es sur un truc mais profond, culturel. Là, c'est la liberté. On l'a bien vu au Mondial de l'automobile. On se marchait dessus au Mondial de l'automobile. Les gens veulent voir les voitures. C'est l'accès à la liberté. L'un n'empêche pas l'autre. Ça n'est pas que culturel, c'est pratique. Non, mais je veux dire, concrètement, pour avoir grandi à la campagne où ton collège, l'emploi de tes parents est à 20 minutes de la maison, tu n'as pas de transport en commun. Tu n'as pas de transport en commun. Et aujourd'hui, habiter en banlieue, avoir plusieurs enfants, tu ne peux pas vivre sans la voiture. Dans ce cas, c'est un problème de disponibilité de la flotte. C'est pas un problème justement de possession. Ben oui, bien sûr. Travaillons sur la disponibilité. Si jamais mais laisse tomber, quoi. Tu vas nous ressortir une plateforme mutualisation de l'ensemble des voitures dans la rue. Non, mais parce que tu pourras pas avoir une sobriété. Des dizaines d'entrepreneurs sont venus me raconter ça, Erwan. Tu pourras pas avoir des véhicules vont coûter 30 à 40 000 euros l'unité parce qu'ils seront de plus en plus intelligents. Tu pourras pas avoir justement moins d'émissions, moins de production, la contrainte liée justement au métaux rares et le fait de conserver justement cette volonté de liberté sans casser, à mon avis, mais ça c'est mon avis, sans casser justement le côté possession individuelle. Par contre, c'est une question de disponibilité. Je suis d'accord. Moi, j'ai grandi au fin fond de l'Alsace aussi. Là-bas, il y a un bus qui passe à 7h et l'autre à 19h. Tu es obligé d'avoir une voiture en disponibilité, pas forcément garer 90% de ta journée dans ton garage.
Tu as besoin d'avoir une solution de mobilité tout de suite. Et ça, la mobilité autonome peut offrir de très jolies solutions. Parce que tu peux la piloter, tu peux la prévoir. Non, mais il est possible que l'explosion du prix de la voiture amène le marché à ce genre de solution. C'est une solution de marché. Aujourd'hui, c'est peut-être pas rentable. Si le prix des voitures est multiplié par 2, voilà. Non, pardon les gars, mais je crois qu'il y a 20 ans que j'entends ça. Je suis en train de réfléchir là, à l'ensemble des entrepreneurs qui sont venus, et puis les noms m'échappent, mais il y a eu au moins 10-15 startups qui ont été fondées sur ce modèle, Erwan. Est-ce que tu sais, à commencer par... Le marché n'était pas mature. À commencer par celui qui... je vais raconter un petit truc. Celui qui a été le plus loin, il a d'énormes défauts, mais il a aussi quand même des qualités d'entrepreneur assez dingues, c'est Bolloré. Et c'est donc Autolib. Ah oui. Autolib, à un moment quand même, ils se sont rendus compte que c'était pour des jeunes gens la chambre d'hôtel la moins chère qu'ils puissent trouver, si vous voyez ce que je peux dire. C'est-à-dire, tu te retrouves quand même dans des situations qui sont en fait proprement ingérables. Non, mais ça, c'est un problème, c'est la tragédie des communs, c'est renseigné depuis... Exactement. Mais il y a des incitations pour ça, il y a des leviers pour ça, Le nudge, on a beaucoup de travaux sur le nudge, justement, sur la tragédie des communs. Un mot encore là-dessus, parce qu'il nous reste 2 minutes, je ne vais pas démarrer la COP à 2 minutes. Moi, ça me fait penser à un économiste qui s'appelle Alain Berthaud, qui est un urbaniste français qui vit aux États-Unis depuis 50 ou 60 ans, qui a écrit un livre extraordinaire sur l'urbanisme. Il explique, alors il est hayeckien, donc le bouquin s'appelle Order Without Design, c'est-à-dire comment tu arrives à l'ordre sans planification. Et il t'explique que la ville, c'est un marché. C'est un marché où tu as une offre qui doit rencontrer une demande, d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, tous les projets de régulation d'urbanisme, notamment à Paris, tous ces projets de transition dans les transports qui, en fait, ne réalisent pas l'objectif de permettre la circulation, mais au contraire de la bloquer, sont des projets qui nous emmènent dans le mur. C'est au-delà du culturel, c'est même économique. Une ville où il n'y a pas de circulation, où il n'y a pas la possibilité de circuler vite, et rapidement, c'est une ville qui va dépérir. La ville du quart d'heure que vante la maire de Paris, pour moi, je trouve ça, mais c'est maurassien, c'est désespérant. Mais quel rapport avec la voiture électrique? C'est très intéressant, mais j'arrive pas à raccrocher le wagon. Parce que ça rejoint le débat qu'on avait à l'instant. C'est-à-dire que, en tout cas dans mon esprit, si on n'arrive pas à avoir des solutions, quand on parle de solutions de partage et autres, il faut que ce soit des solutions qui soient accessibles rapidement, qui soient disponibles en permanence pour permettre la circulation. C'est-à-dire que si on est dans des solutions type la voiture Autolib qui est au bout de la rue ou au bout de ta ville de banlieue, etc. C'est pas comme ça qu'on va réaliser la mobilité verte. Bon, en tout cas, retenez, si vous êtes électeur LR, que si vous refusez l'immigration de travail, vous validez les 35 heures. Et les pré-retraites. Et les pré-retraites. Je vous laisse sur cette réflexion et on se retrouve demain. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.